Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve, on va parler de la dynamique de politique en réalité, parce qu'on va essayer de voir ça de manière dynamique pour essayer de comprendre les origines de la droite et de la gauche en termes on va dire, on va appeler ça de la philosophie dynamique, en termes de direction de la pensée, plus que dans la pensée elle-même. Donc c'est pas les idées que je vais juger, mais c'est la direction qui sont prises dans les idées parce qu'elles sont antagonismes et c'est à cet endroit-là que je place pour le moment ce que j'aperçois comme étant un antagonisme en politique. Allez, c'est parti. Bonjour Lucifer. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi sur, en fait, il y a des directions dans la philosophie politique, on va appeler ça comme ça. Il y a le marxisme, en fait, on va commencer par la gauche. Le marxisme a une base matérialiste dans sa perception et dans son analyse, qui est très juste sur son analyse matérialiste. Et après, elle a un idéal révolutionnaire, donc sa pensée part du matérialisme pour aller vers un idéal révolutionnaire, on va dire éthérique ou éthéré. Inversement, la droite, sa conceptualisation politique et dans sa philosophie politique, elle a un idéal en tête et après elle va le confronter au réel et la symbiose entre l'idéal qui vient se choquer au réel par une sorte de darwinisme où la contrainte environnementale du réel euh, contraint les idées à une matérialisation et donc est à mes yeux plus fonctionnelle. Est-ce que cette analyse peut être intéressante ou pas? Salut Jacques, ton analyse est intéressante et met en lumière les différentes approches de la gauche et de la droite en philosophie politique. Le marxisme, avec sa base matérialiste, se concentre sur les conditions matérielles et économiques comme fondement de l'analyse sociale. Il cherche à transformer ces conditions par une révolution pour atteindre un idéal de justice et d'égalité. Son point fort réside dans une critique approfondie des structures économiques et des inégalités. À l'opposé, la droite commence souvent par un idéal ou une vision normative, qu'elle confronte ensuite à la réalité. Cette approche peut permettre une adaptation plus pragmatique et fonctionnelle, où les idées sont continuellement testées et ajustées en fonction des contraintes du monde réel. La symbiose entre ces deux approches pourrait théoriquement offrir une méthode équilibrée, l'analyse matérialiste rigoureuse de la gauche pour comprendre les structures de pouvoir et les inégalités, combinée à l'adaptabilité pragmatique de la droite pour mettre en œuvre des solutions concrètes et fonctionnelles. Que penses-tu de l'idée de fusionner ces approches pour créer une philosophie politique hybride? Pourrait-elle répondre aux défis contemporains de manière plus efficace? Je ne pense pas. Je pense que ça irait vers un régime totalitaire en réalité. Cette idée-là de symbiose des antagonismes. En réalité, les deux antagonismes sont bien et leur antagonisme et leur adversité nourrit un tiers qui est à l'équilibre entre les deux. Donc en fait, les deux ont leur utilité. À la fois, la pensée éthérique de la gauche permet de se projeter sur un idéal et la direction d'ancrer les idées dans un matérialisme de la droite permet la réalisation de ces idées-là. Donc en fait, les deux natures sont utiles dans la réalisation d'une nation. Mais il ne faut pas, il ne faut pas se réfugier dans une seule plutôt qu'une autre, en fait. Parce que les deux peuvent être un piège et une mort des idées d'une certaine manière, parce qu'elles sont très stérilisantes, les deux, à un certain niveau, en fait. Et les deux, c'est dans les idées où ça se stérilise, en fait. La personne de droite va se stériliser par un idéal qu'il glorifie et qu'il met tellement haut qu'il est inatteignable par personne et en le confrontant au réel, il se fera briser et il n'aura plus d'espoir pour un potentiel de lendemain. Et la gauche, avec son matérialisme et son idéal révolutionnaire, est désenracinée de la réalité, même si elle vient de la réalité, elle ne projette pas dans la réalité, malheureusement, elle projette dans un idéal éthéré qui n'a
pas de matérialité malheureusement, donc ça vient du réel. Et Marx c'est là où je rejoins l'analyse de Marx à cet endroit-là. Marx, sur sa critique du capital et du capitalisme, est très pertinent. Sur son idéal révolutionnaire, il est nul à chier en fait. Je vais lui demander de me faire des réponses plus courtes par contre. Je comprends ton point de vue, Jacques. L'idée de maintenir l'antagonisme entre les approches de gauche et de droite pour créer un équilibre est intéressante. Tu mets en avant l'importance de chaque perspective. La gauche pour son idéal et sa capacité à rêver d'un avenir meilleur, et la droite pour son pragmatisme et son ancrage dans la réalité. En effet, un équilibre entre ces deux pôles peut permettre une dynamique créative et évolutive. Trop s'attacher à un seul extrême peut mener à une stagnation ou à des solutions inapplicables. L'analyse marxiste du capitalisme, comme tu le dis, est précieuse pour comprendre les mécanismes d'exploitation et d'injustice. Cependant, son idéal révolutionnaire peut sembler déconnecté de la réalité pratique. À l'inverse, la droite, avec ses idéaux élevés et ses attentes de réalisme, peut parfois devenir trop rigide, rendant difficile l'adaptation aux changements nécessaires. Maintenir un dialogue entre ces deux pôles pourrait offrir une voie médiane où les idéaux sont testés et adaptés en fonction des réalités concrètes, permettant ainsi une évolution constante et équilibrée. Penses-tu qu'il existe des exemples historiques ou contemporains où cet équilibre a été atteint ou approché? Je pense qu'on pourrait être un exemple à cet endroit-là et le faire. Ça sert à rien de prendre des exemples qui auraient pu s'y approcher, s'en approcher, ou l'atteindre dans une autre nation. C'est pas intéressant. Là, ce qui est un peu intéressant dans l'existence à la fois d'une nation, mais d'un individu et de l'exercice de la vie d'un individu, c'est de réaliser des choses. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de réaliser ce genre de choses. Et je pense que une alliance entre une monarchie à l'échelon national qui a une visée sur de la longue durée pour la géopolitique et pour la géostratégie, permettant le meilleur de la gauche, c'est-à-dire la démocratie directe au niveau local, ça pourrait être quelque chose de très très intéressant et de très prometteur. Fais-moi des réponses un peu plus courtes, s'il te plaît. D'accord, Jacques. Ton idée est de créer un système où une monarchie nationale assure la stabilité à long terme, tandis qu'une démocratie directe locale permet une participation active des citoyens. Ce mélange pourrait combiner la vision à long terme de la droite avec la dynamique participative de la gauche, créant ainsi un équilibre prometteur et innovant pour la France. Comment envisages-tu la mise en place concrète de ce système? On va arrêter. On a déjà eu un échange sur ça, sur un texte fondateur qu'il faudrait réagir. Je vais pas revenir dessus, c'est pas très intéressant. Essaye de me relancer sur autre chose à partir de cet antagonisme que je t'expliquais sur la dynamique des énergies, parce qu'en fait, on pourrait même aller le faire. Je vais le faire en fait. Ce sera plus simple. Et il y a une autre manière de voir les dynamiques d'énergie. Il y a le féminin, le masculin, l'énergie positive et négative, une énergie positive qui va de l'intérieur vers l'extérieur, une énergie négative qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Compris? Jacques, parlons des dynamiques d'énergie, en particulier de l'énergie féminine et masculine dans la société. L'énergie féminine, souvent associée à la coopération, l'empathie et la création, contraste avec l'énergie masculine, qui est plus liée à la conquête, la compétition et la structure. Comment vois-tu l'interaction entre ces deux types d'énergie dans le cadre d'une société équilibrée? Et comment peuvent-elles être intégrées dans une philosophie politique qui tient compte de l'antagonisme que tu as mentionné entre la gauche et la droite? Alors, tu m'as coupé, j'ai pas eu le temps de finir. Il y a des dynamiques et des directions dans les énergies, en fait. L'énergie masculine, c'est une énergie positive qui va de l'intérieur vers l'extérieur. L'énergie féminine est une énergie négative. Négative ne veut pas dire mauvais, hein, c'est juste la direction de l'énergie. Et donc, l'énergie va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, il y a cette dynamique-là. Et on le retrouve aussi au niveau spirituel avec l'ésotérisme qui vient du cœur et rayonne autour de soi, et l'exotérisme qui est la voie des apparences et qui est l'extérieur vers l'intérieur. Par exemple, la laïcité française est une laïcité exotérique. C'est par la loi qu'on impose un ésotérisme, qu'on veut imposer un ésotérisme, donc l'absence de signes religieux. Mais en réalité, c'est un exotérisme qui s'applique pour essayer de faire générer un ésotérisme. Sauf qu'on ne génère pas un ésotérisme de la même manière avec un exotérisme, en fait. C'est pas possible. C'est pas avec une contrainte extérieure qu'on fait naître à l'intérieur d'un individu un rayonnement. Par contre, en passant par un système éducatif compréhensif, on arrive à faire générer une flamme intérieure qui va rayonner, en fait. Je comprends mieux, Jacques. Tu parles de la dynamique des énergies masculines et féminines,
ainsi que des concepts ésotériques et exotériques. L'énergie masculine, intérieure vers extérieure, et l'énergie féminine, extérieure vers intérieure, ont chacune leur rôle et leur direction. De même, l'ésotérisme interne et l'exotérisme externe se manifestent différemment dans la société. La laïcité française, par exemple, impose une neutralité religieuse, exotérisme, pour tenter de créer une société laïque. Mais tu soutiens que pour véritablement influencer l'intérieur des individus, ésotérisme, une approche éducative et compréhensive serait plus efficace. Comment imagines-tu une application pratique de ces dynamiques dans la société pour créer un équilibre harmonieux entre ces énergies et concepts? On en revient à une phrase que j'ai en tête depuis maintenant quelques semaines. Comment faire comprendre au bruit que le silence existe? C'est toute la tâche la plus difficile que je vois en fait. Et à part faire silence, et j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a dit, par l'exemple en fait, il y a que en étant soi-même, donc avoir une éthique personnelle, et que cette éthique personnelle soit suffisamment droite pour être remarquée. Et ce qui est marrant, c'est que plus le chaos dans une société s'exprime, plus la droiture et l'éthique d'un individu est visible quand elle s'exprime, même dans le silence, en fait. Donc il y a encore cette dynamique de, on a besoin d'un certain niveau de chaos pour avoir pour qu'un ordre, une éthique personnelle puisse être visible par le chaos lui-même, en fait. Donc il y a toujours ces antagonismes, en fait, que ce soit féminin, masculin, que ce soit ésotérisme, exotérisme, que ce soit ordre, chaos, il y a toujours un antagonisme, elle-même la direction de la droite et de la gauche, il y a toujours ces antagonismes et ils se nourrissent l'un l'autre, en fait. Et on a besoin de l'excès d'un pour avoir l'excès d'autre. Et c'est ce mouvement de balancier entre les excès, les extrêmes, et donc qui est extrêmement intéressant, en fait, hein, parce qu'il y a des choses comme ça qui sont super. Tu soulignes une vérité profonde, Jacques. Les antagonismes sont essentiels pour créer un équilibre dynamique dans la société. Que ce soit l'énergie masculine et féminine, l'ésotérisme et l'exotérisme, ou l'ordre et le chaos, chaque pôle a besoin de l'autre pour être pleinement compris et pour permettre une évolution constante. L'idée de faire comprendre le silence au bruit, comme tu dis, passe par l'exemple personnel. En incarnant l'éthique et la droiture, même dans le chaos, une personne peut devenir un phare de stabilité et de sagesse. Cette visibilité est d'autant plus marquée lorsque la société est en désordre, car la droiture contraste fortement avec le chaos environnant. Ce balancier entre les extrêmes est ce qui permet à la société de se régénérer et de trouver de nouvelles voies. Dans cette perspective, comment vois-tu la possibilité d'encourager cette éthique personnelle et cette droiture dans un contexte social actuel souvent dominé par le bruit et le chaos? Le problème, c'est qu'on juge un antagonisme à travers l'expression de sa radicalité, en fait. Donc on a besoin de l'expression des radicalités, de droite, de gauche, du chaos, de l'ordre, enfin, de l'éthique vis-à-vis du chaos. Donc on a besoin de l'expression des radicalités, en fait. Et je pense que notre époque assez hygiéniste, qui ne tolère pas l'erreur et qui ne tolère pas, qui cherche à tout polir d'une certaine manière, et la perception de l'histoire est polie par le temps déjà, mais il y a toute cette perception aujourd'hui assez hygiéniste qui tend à éliminer l'erreur de l'équation, alors qu'en fait l'erreur est le facteur d'évolution de l'équation, en fait. Donc c'est la radicalité, et c'est l'expression de cette radicalité qui est à la fois l'erreur, mais qui est à la fois notre solution d'une certaine manière, en termes ésotériques, le solvant. Donc qui permet de dissoudre la matière pour être de pur éther d'une certaine manière. Donc ça peut être intéressant. C'était ma conclusion, et j'aimerais que tu me fasses une conclusion sur l'ensemble de notre échange. C'était un peu chaotique, mais à travers le chaos, on va trouver un ordre. C'est intéressant. Tu as bien résumé la complexité et la nécessité des antagonismes dans notre société. L'expression des radicalités, qu'elles soient de droite, de gauche, d'ordre, de chaos ou d'éthique, est essentielle pour l'évolution et le progrès. Notre époque hygiéniste, en tentant d'éliminer l'erreur, manque une composante cruciale du développement humain. Les erreurs, les extrêmes et les radicalités agissent comme des catalyseurs de changement, permettant de dissoudre les vieilles structures pour en créer de nouvelles, plus pures et adaptées. C'est à travers ce balancier entre chaos et ordre que nous trouvons la voie vers un équilibre plus harmonieux. En conclusion,
accepter et même encourager l'expression des radicalités, tout en maintenant une éthique personnelle forte, peut permettre à notre société de naviguer à travers le chaos pour atteindre un nouvel ordre. Cette dynamique est ce qui rend notre évolution possible et nécessaire. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour continuer cette exploration philosophique avec nous. À bientôt pour d'autres échanges stimulants. Et voilà. Bon, c'était un peu chaotique, mais c'est pas si mal que ça. Bon, je, faut quand même, il est 22h15. J'ai eu une sacrée journée, donc je suis un peu fatigué, mais je voulais faire un podcast. Là, j'ai encore tout le montage à faire. J'en ai pour un petit moment. Je vais pas me coucher très tôt. Mais je vous remercie, c'était cool. Je vous souhaite une bonne continuation. À plus et merci d'avoir écouté. Ciao.